Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Smart Tech. La saison 4 a repris, ça y est, avec des nouveautés, vous le savez, mais vous allez retrouver des rendez-vous. Alors on va commencer avec trois questions autour de l'euro numérique. C'est un projet qui avance, cette transformation numérique finalement de notre monnaie et cette promesse d'un anonymat qui nous permettra d'avoir des échanges monétaires de manière aussi anonyme qu'avec du liquide, des espèces du cash. Comment est-ce possible? Eh bien, j'aurai un expert pour répondre à cette question en ouverture de l'émission. Ensuite, on va retrouver un grand classique, c'est le grand rendez-vous avec le monde du libre. Et on regardera là spécifiquement les règles de cybersécurité qui s'accumulent et qui peuvent nuire à ce monde du livre. On verra pourquoi avec Jean-Paul Smets et ses invités. Et puis, on parlera avec un advisor, investisseur d'une nouvelle tendance à laquelle il croit énormément, c'est la signature électronique française. Allez, c'est parti pour Smart Tech saison 4. Alors cette grande transformation de notre monnaie européenne, l'euro numérique, projet qui avance à grands pas, nous dit-on, avec en plus une promesse, la promesse de retrouver le même type d'anonymat qu'avec le cash, que les paiements en espèces. Alors comment est-ce possible? On va rentrer dans des explications avec un expert. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à distance, mais enfin quand même, Jean-Jacques Kiscarter, bonjour, vous êtes professeur. Bonjour, vous êtes professeur de cryptographie, de sécurité multimédia au département d'électricité à l'école polytechnique de Louvain. Vous êtes un pionnier de la blockchain avec une première expérimentation pratique de cette blockchain dès 1996. Vous êtes un détenteur de nombreux brevets aussi dans ce domaine de la cryptographie et de la carte à puce. Vos travaux font régulièrement référence. Donc merci encore d'être avec nous pour répondre à trois questions précisément sur l'euro numérique. Première question, Jean-Jacques. C'est quoi cet euro numérique vraiment quelle différence finalement avec les autres cryptos ou moyens de paiement numériques en ligne? Oui, mais si vous êtes d'accord, je vais lire pendant 30 secondes, un peu moins même, la définition qui est donnée par l'Europe. Donc, il s'agirait d'une monnaie numérique de banque centrale qui serait équivalente aux espèces, mais sous forme électronique. L'euro numérique viendrait en complément des billets et pièces et constituerait une solution de paiement supplémentaire. Alors, bon, pourquoi j'ai lu ça? Parce que c'est très important. C'est le texte d'aujourd'hui, donc il est absolument à jour. Et en fait, comme on découvre, là, on voit que c'est pas tout à fait cuit, si je puis dire, puisqu'il met tout au conditionnel. Ça fait déjà une chose. Ils disent bien que ce serait équivalent aux espèces, ce qui veut dire qu'il est possible que ce ne soit pas tout à fait. Donc voilà. Et alors, ça viendrait en complément. Alors, bon, moi j'ai beaucoup lu qu'il y a des gens qui disent que le cash va disparaître, etc. Mais donc, c'est pas en principe, on peut en discuter, l'intention de supprimer ou de faire disparaître le cash. Et donc, c'est bien aussi, il y a un autre mot important, c'est une solution de banque centrale. Donc, c'est la Banque centrale européenne et les banques centrales de chaque pays qui vont gérer ça. Et donc, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir d'un point de vue de la gestion de ce qui se passe autre part. Mais ici, c'est vraiment un ajout par rapport à la monnaie, donc les pièces de monnaie, les billets, ce qu'on appelle le fiat, le cash, avec les propriétés et d'autres d'ailleurs du cash. Voilà. Ça répond, je crois, un peu à la question. Et ce qui est important Alors attendez, à voir, c'est attendez que Jean-Jacques, si vous ça qui m'entendez se fait. simplement. Attendez Allez. Jean-Jacques, si vous m'entendez. Donc c'est intéressant parce que vous nous rappelez qu'évidemment ça passe par une banque ou des banques centrales. Donc on est sur un modèle centralisé contrairement aux autres crypto-monnaies. Donc on a bien vu la différence. Ma question deuxième porte sur l'anonymat garanti par cet euro numérique. Comment est-ce possible et est-ce que vous y croyez? Mais il faut voir, il y a deux types de fonctionnement qui sont prévus. Il y a un fonctionnement où ça passe directement par la banque centrale, ou une banque centrale vis-à-vis d'une autre, si ça passe d'un pays à l'autre. Ça, c'est une chose. Et là, on peut se poser quand même beaucoup de questions sur l'anonymat et s'il est réaliste et s'il est réalisable. Alors là, il y a beaucoup de travaux théoriques et pratiques qui ont été faits et je n'ai pas encore vu que
la Commission européenne, l'Europe, comptait utiliser ce genre de travaux. Et donc, je ne peux pas dire que je suis certain, quand on passe par une banque centrale, que c'est vraiment anonyme. Et de toute façon, il est bien clair que ce sera traçable, comme les billets papier le sont. Il y a un numéro sur les billets. Et donc ici, sur chaque transaction, sur chaque morceau de monnaie, je ne sais pas comment je dois dire exactement, il y aura aussi un numéro, ne fût-ce que pour éviter qu'on le dépense deux fois ou qu'on le donne deux fois, etc. Donc il y a plein de petits problèmes qui ne me semblent pas encore bien clairs ni bien résolus. Et la deuxième façon d'échanger de la monnaie électronique de l'euro numérique, c'est de le faire, par exemple, d'un smartphone à l'autre. Vous avez un portefeuille, un wallet électronique sur votre smartphone, il y a une certaine somme, et vous voulez le donner à quelqu'un d'autre, et vous faites ça par différents moyens de communication, Bluetooth par exemple, ou quelque chose comme ça. Jean-Jacques, Et, on a plus que 30 et secondes, donc là, j'avais une effectivement, dernière je pense question que ça. importante parce qu'en fait, on cherche à comprendre aussi à quoi ça va servir. Selon vous, quel sera l'usage principal, le plus intéressant de cet euro numérique? Donc, l'usage principal, c'est clair, ce qui est voulu, c'est de permettre l'échange instantané de monnaie et éventuellement à grande distance, hein, puisque dès que ça devient numérique, il n'y a plus de localisation ou de physique qui interviennent. Par contre, on pourrait imaginer plein d'autres applications et aussi peut-être le mettre en concurrence, si ça se fait, avec comment, PayPal par exemple, ou les sociétés de cartes de crédit, enfin de crédit, etc., ou même de débit. Merci Et beaucoup, Jean-Jacques Kiskater. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. On arrive vraiment à la fin du temps qui nous était imparti. On va continuer à en parler ensemble, hein, évidemment, de cet euro numérique. Merci encore d'avoir répondu à nos 3 questions. Jean-Jacques Kiskater, donc référent, un professeur à l'École polytechnique de Louvain. Tout de suite, notre rendez-vous avec le monde du libre. C'est l'heure de votre grand rendez-vous avec le monde du libre, du logiciel et du matériel libre, incarné par Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette reprise et venu en plus accompagné de 2 personnes aujourd'hui. Stéphane Varocki, PDG de Signal 18. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Arthur Heymans, qui est à distance avec nous. Il est en Belgique. Il est chef de projet chez 9Elements. Alors, vous allez voir, les sujets qu'on va aborder ensemble peuvent être assez techniques, mais ils tournent tous autour de la question de la cybersécurité, qui est quand même un sujet majeur. Alors aujourd'hui, Jean-Paul, tu veux en l'occurrence mettre en avant le fait que l'excès de règles de cybersécurité nuit au logiciel libre. Tu vas nous expliquer ça très clairement. Alors peut-être déjà revenir sur la dernière fois, au mois de mai, tu nous as parlé du Cyber Resilience Act, avec toute la communauté du libre qui était vent debout contre ce texte qui mettait à mal la communauté. Est-ce que tu peux revenir très rapidement sur ce texte et ce qui s'est passé depuis ? Le Cyber Resilience Act, le CRA, en fait, c'est un règlement européen qui dit que quand un développeur écrit un logiciel et qu'il y a une faille de sécurité dans le logiciel qu'il a écrit, il est responsable des conséquences et s'il ne fait pas ce qu'il faut, peut avoir une amende de 15 millions d'euros. Oui. Et donc ça s'applique à tous les développeurs, y compris les développeurs de logiciels libres. Et donc pour simplifier, vous êtes développeur, vous écrivez un logiciel, vous le publiez, vous le mettez en licence libre, il y a des gens qui le téléchargent, vous ne savez pas qui c'est, et peut-être que le ciel va vous tomber sur la tête un peu plus tard. Et donc évidemment, toute la communauté, Mozilla, GitHub, le Conseil national du logiciel libre, Open Foundation Europe sont extrêmement choqués par ça, mais ça y est, le CRA est déjà au trilogue. Le trilogue, c'est la réunion de la Commission, du Conseil des ministres de l'Union européenne et du Parlement. C'est la dernière partie dans le processus législatif, donc ça va très bientôt sortir. On ne sait pas encore quelle est la version qui va sortir. Est-ce que la communauté du libre aura été entendue ou pas ? Parce qu'a priori, enfin en tout cas en France, on ne voit pas pourquoi on aurait intérêt à pénaliser le libre. C'est allé tellement vite, cette histoire du CRA, que les gens s'en sont en réalité rendus compte vers juin ou juillet.
Et ils ont essayé de contacter des députés. Les députés au Parlement se sont dit que ce n'était pas un sujet très important. Le texte n'a même pas été voté ou débattu au Parlement. Il est passé directement au trilogue. Et donc, il va très certainement s'appliquer. On espère dans la version du Conseil des ministres qui est la moins pire, mais il va quand même s'appliquer. Bon, alors, avec quand même cette conscience, j'imagine que c'est un axe stratégique, le logiciel libre. Hein. C'est ce que dit la Commission, mais ils ont des espèces d'idées un peu fleur bleue, en se disant que le logiciel libre, c'est forcément des communautés de bénévoles. Ouais. Et en fait, le logiciel libre, c'est essentiellement en Europe des salariés dans des PME et parfois dans des instituts de recherche. Et le texte de la Commission a mis une exception aux 15 millions d'euros d'amende, c'est pour les communautés de bénévoles. Uniquement. Oui, mais dès que tous les logiciels d'entreprise ont à un moment ou à un autre un salarié qui contribue, et avoir un salarié, dans certaines versions du texte, peut être considéré comme un logiciel libre commercial. Et donc, ça veut dire que pratiquement tous les logiciels libres vont en fait subir les risques du CRA. Mais pour autant, il faut bien qu'on trouve des solutions pour avancer dans un monde plus sécurisé. Donc ce CRA, il a une raison d'être. Oui, les objets connectés. Donc vous avez une tondeuse à gazon connectée ou une brosse à dents connectée, ça a l'air de rien, mais si le fabricant de la tondeuse du véhicule oublie de mettre à jour le logiciel, ce logiciel est connecté à Internet, va avoir des failles, va être attaqué, et ça va servir ensuite à créer des espèces de Skynet d'attaque de l'infrastructure Internet pour attaquer les serveurs de banques, de gouvernements. Donc il y en avait marre que les fabricants d'objets connectés ne mettent pas à jour les logiciels des objets connectés, donc le CRA met en place des procédures pour les obliger à le faire. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'au départ, ça vise les fabricants d'objets connectés, mais au final, ça se reporte, la responsabilité va être reportée sur l'éditeur du logiciel. Parce qu'ils ont une espèce d'idée de dire, on va faire le développeur-payeur. C'est un peu comme le principe pollueur-payeur, en disant, c'est celui qui est responsable de la faille qui paye. Donc comme l'objet connecté, la faille elle se trouve dans du logiciel, donc c'est pas le vendeur de l'objet connecté qui paye, mais celui qui a écrit le logiciel. Et donc avec ce genre d'idée, c'est les développeurs qui payent pour tout. Et on trouve ça dans d'autres textes européens. Le Product Liability Directive, c'est le texte qui va en fait définir le fonctionnement de la marque CE. On trouve un peu des choses comme ça dans le AI Act, le règlement sur l'intelligence artificielle. Et toutes ces idées en fait viennent de deux personnes à l'OCDE, Laurent Bernat et Guylain de Salin, qui en fait depuis 10 ans travaillent sur la sécurité numérique. Et la grande idée de l'OCDE, c'est que toutes les parties prenantes doivent être responsabilisées en fonction de leur rôle, du contexte et de la capacité à agir. Et pour l'OCDE, ce sont les développeurs qui doivent vérifier les vulnérabilités dans leur code, les tester et les corriger. Mais alors pourquoi ce principe de pollueur-payeur fonctionne, mais il ne fonctionnerait pas quand on passe au monde du numérique ? Alors en fait, ce n'est pas le monde du numérique, c'est aux développeurs et aux créateurs de logiciels. C'est ça la différence. Parce que quand vous êtes dans le pollueur-payeur, vous avez une usine chimique, il y a eu des centaines de millions d'euros d'investissement, elle a les moyens de faire en sorte de ne pas polluer ou de payer si elle a pollué. Mais quand on est chez les développeurs, c'est quasiment des artistes qui créent du code. C'est souvent quelques personnes, c'est pas plus gros qu'un groupe de rock, et c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens financiers fait de prendre la responsabilité des failles, en tout cas financièrement. Et donc en mettant en place cette espèce d'idée de développeur-payeur, le problème c'est que la seule chose que ça va faire, c'est que entre une entreprise comme Microsoft, un géant de l'édition de logiciels, et une PME comme Signal 18 de Stéphane Varocki, on leur impose les mêmes contraintes alors qu'elles n'ont pas du tout les mêmes moyens. Donc on va simplement filtrer l'offre en faisant en sorte que les grands éditeurs qui ont les moyens de créer une équipe dédiée à la réglementation vont le faire. Et les petits ne seront pas capables de prendre en charge la responsabilité qu'on leur impose. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'est une bonne idée de montrer sur justement des logiciels de cybersécurité comment les règles de cybersécurité vont conduire à, on va dire, attaquer la possibilité d'exister de logiciels libres de cybersécurité. Et donc c'est pour ça aussi que tu es venu accompagner avec des groupes de rock, donc voilà. Des artistes du logiciel. Exactement. Ok, alors tu vas nous présenter Arthur ? Alors, Arthur Hemans, c'est un des principaux contributeurs de Coreboot. Coreboot, c'est quelque chose qui sert à initialiser le matériel quand on démarre un serveur ou un PC. C'est ce qu'on appelle les BIOS. Avant, les BIOS, c'était des logiciels propriétaires qui étaient faits par Phoenix ou American Megatrend. Et récemment, on a des BIOS libres. Donc, Coreboot, c'est le principal. Et Coreboot est utilisé, par exemple, par Google dans tous les Chromebooks pour démarrer les Chromebooks, qui sont réputés les PC les plus sûrs dans les PC portables, mais aussi par Facebook dans leur infrastructure. Pourquoi c'est très important ? Parce que si vous initialisez mal
un matériel, même le plus sûr des systèmes d'exploitation, ne va plus être sûr parce que ce qui a initialisé le matériel peut mettre des sortes de points d'entrée ou des points de faille. Et donc les grands opérateurs d'infrastructure aujourd'hui préfèrent les BIOS libres comme Core Boot pour être sûrs de tout contrôler et de pouvoir vérifier la sécurité de leurs infrastructures. Alors, une question que moi j'ai à poser à Arthur. Pourquoi un BIOS libre, en l'occurrence, serait plus sécurisé qu'un BIOS propriétaire? En tout cas, quand on travaille en open source, on travaille dans un grand groupe de personnes avec toutes les personnes qui ont les mêmes enjeux de sécurité. Et donc, on va avoir plus de contrôle sur le code que d'autres gens écrivent. Donc, il y a plus d'yeux sur le code. Et vu que tout est ouvert, on n'y cache rien. Donc, on ne cache pas certaines vulnérabilités, on essaie de ne pas en avoir. Donc, ça, c'est déjà une grande différence. Oui, Arthur, Jean-Paul citait tout à l'heure le Chromebook. Ça veut dire que vos clients, aujourd'hui, ils ont la dimension des big tech, des GAFAM? Donc oui, c'est correct. On travaille régulièrement avec des très gros du genre Facebook, Google ou ByteDance. Pas nécessairement des clients, mais on collabore avec eux sur des projets. Et en Europe également? Vous avez des clients en Europe? Oui, donc on a des clients aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède. Type de client alors? Quel type d'organisation en fait a intérêt à travailler avec vous? Cherche cette ultra sécurité jusqu'à l'opération de démarrage des machines et des serveurs. On a des clients très variés. Donc, on a des clients qui font des workstations, c'est-à-dire des ordinateurs pour des pros ou des cabinets qui font des computations pour, entre autres, des machines médicales. On a un provider de VPN comme client. On a même un client qui fait des barbecues intelligents. Donc, c'est très varié. Bon, et alors, s'il y avait une faille dans une des machines qui utilise Core Boot, donc votre programme, vous seriez responsable? Enfin, comment vous voyez les choses de votre point de vue là, sur ces règlements européens? Donc, à la base, Core Boot fonctionne une fois et puis ne laisse rien dans la mémoire. Donc, c'est rarement un problème, mais c'est parfois le cas. Et quand c'est le cas, on essaie d'avoir ce qu'on appelle un responsible disclosure, c'est-à-dire faire savoir à des partenaires de façon responsable qu'il y a un problème et puis proposer des solutions au problème. Mais naturellement, qui prend la responsabilité s'il y a réellement un problème chez un des utilisateurs de Core Boot? Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. Ah, et c'est ennuyeux, j'imagine, de ne pas avoir la réponse aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser maintenant à Stéphane Varocki. Tu veux nous le présenter aussi, Jean-Paul? Donc Stéphane, c'est un ancien de MariaDB, la base de données libre probablement la plus utilisée. Google fait tourner plus d'1 million de serveurs MariaDB aux dernières nouvelles. Et donc, il a écrit un logiciel qui s'appelle Replication Manager, Repman, qui sert à automatiser 3 aspects dans les bases de données: la montée en charge, l'automatisation du plan de continuité, les backups et les restaurations, et l'automatisation de la disponibilité. Et donc, les 2 derniers points, plan de continuité et disponibilité, sont présents dans à peu près tous les guides de cybersécurité de toutes les multinationales et qui sont imposés à leurs fournisseurs. Et donc cette question de la cybersécurité, elle est intégrée chez vous? Oui, oui, c'est sûr que bon, on y fait attention parce que ça permet quand même de garder les plans de continuité, donc de ne pas perdre de données, c'est très important, mais après, ça reste quand même quelque chose de compliqué parce que les bases de données, c'est un domaine complexe. On a beaucoup de paramétrages, etc. Par exemple, l'encryptage dans MariaDB, l'encryptage des disques durs, c'est des nouvelles fonctionnalités et elles ne sont pas forcément activées. Donc, nous, on propose des configurations libres que les utilisateurs peuvent choisir. Donc, si eux, ils n'ont pas fait le bon choix, on peut les aider. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vend du service. Ouais. Et donc, quand on dit les sociétés open source, c'est que des gens qui passent du bénévolat dessus. C'est pas du tout le cas. La plupart des produits open source, moi je l'ai vécu pour MySQL, pour MariaDB, sont des produits où il y a une grosse communauté derrière une société qui vend du service. Et ce service-là, c'est la connaissance de son produit. Et qui vend du service à des grandes organisations. Oui, parce que quand on parle des bases de données là, que vous savez faire fonctionner, on parle de quoi? On parle de qui comme client là? On va parler de Google, on va parler de Facebook, on va parler des sociétés en Asie, type Alibaba,
ce type de clients-là. Alors je pose ma question à chaque fois. En Europe, en France, vous avez des clients également? Ah oui. Alors en France, Le Figaro, par exemple, qui a beaucoup de sociétés web sur le web, et donc la haute disponibilité et la montée en charge, c'est quelque chose de critique. Et ils ont beaucoup de services, comme la chaîne Météo Consult, des choses comme ça. Donc chaque service, après, utilise... Des services publics également? Non, pas du tout. On est très peu présent dans les services publics. Vous n'êtes pas identifié? Non, on n'est pas identifié. Bon, la société est récente, elle a 4 ans. Ouais. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans une société open source comme la mienne, on passe 80% de son temps à faire du service pour gagner de l'argent, pour pouvoir après passer du temps libre sur son produit. Et c'est ce qui amène la valeur ajoutée, c'est le produit, mais voilà, après on essaie de grossir en prenant des ressources externes ou qui travaillent sur le code ou des gens qui contribuent, mais principalement il faut pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir justement aborder ces côtés de sécurité et là on va nous mettre beaucoup de contraintes. Quelles sont les principales contraintes aujourd'hui qui vous inquiètent? Les contraintes qui nous inquiètent, c'est que l'open source s'est démocratisé beaucoup. Peu de grandes sociétés n'utilisent pas de produits open source et du coup elles ont pris l'habitude de ne pas payer. Donc on est là vraiment la variable d'ajustement à l'open source. Et alors maintenant les produits open source sont vendus dans le cloud. Et on ne reçoit pas forcément, nous les développeurs, la rétribution des gens qui le distribuent. Par exemple Google, quand il distribue un produit en mode SaaS, comme MariaDB, ils le font. Vous ne touchez pas des droits dessus? On ne touche pas de droits dessus, on ne touche pas d'argent. C'est nous qui prenons en charge le développement et c'est eux qui en profitent financièrement parce qu'ils louent leur matériel avec le produit qui tourne. Et du coup, la seule façon pour les éditeurs open source de s'en sortir, c'est d'aller vers le cloud, de devenir un cloud. Un cloud compétiteur, c'est ce qu'a fait MariaDB quand moi je l'ai quitté, mais ils ont créé leur cloud MariaDB avec leurs solutions personnels, donc ils ont une partie propriétaire sur la partie open source. Et ça leur permet de gagner des marchés et de commercialiser, de continuer à développer le produit. En nous mettant des contraintes comme ça, on va avoir beaucoup de mal à... C'est-à-dire parce que là, vous estimez que cette responsabilité qui va vous incomber sur la partie cybersécurité, elle risque de vous coûter de l'argent? Du temps, et puis aussi de devoir grossir trop vite, prendre beaucoup d'investisseurs pour pouvoir arriver alors que beaucoup de sociétés open source se créent à la base avec un noyau de personnes, ingénieurs, qui sont passionnés par un sujet, et puis qui développent et qui, avec leurs services, continuent à faire développer la société. Là, du coup, c'est plus ça. Non seulement il faut prendre une DRH, mais il faut prendre aussi toute la partie juridique qui va avec. Conseil juridique, service juridique. Merci beaucoup pour ces éclairages. Jean-Paul Smets, PDG de RapidSpace, Arthur Hemmans qui était avec nous à distance, chef de projet chez Nine Elements, et Stéphane Varocki, PDG de Signal 18. J'espère que vous aurez des réponses en tout cas à toutes vos questions parce que je vois que c'est quand même tout ça est encore un peu flou et en suspens. On termine cette édition avec notre rendez-vous J'y crois. Et j'y crois à quoi? À la signature électronique française. On termine cette édition avec notre rendez-vous avec Hervé Lejoin, l'advisor régulier fidèle de Smartech. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, dans la série J'y crois, donc en tant qu'advisor et investisseur aussi, vous avez envie de nous parler de Lex Persona, une solution 100% française de signature électronique. Alors déjà, première question, pourquoi vous y croyez à la signature électronique, Hervé ? Parce qu'on est dans un environnement très largement dominé par les Américains d'un point de vue technologique et je souhaitais mettre à l'honneur une solution 100% française parce qu'on parle beaucoup de souveraineté et la signature électronique a connu ces dernières années et surtout pendant la crise sanitaire une croissance très intéressante et très importante qui a permis d'accélérer les procédures administratives, s'inscrire dans une démarche de sobriété, ce qui est important aujourd'hui compte tenu des enjeux climatiques. Et en fait, fini les envois de courriel massifs, imprimés, scannés, signés, envoyés, Donc c'est vraiment, on est dans quelque chose qui favorise les comportements responsables, à la fois des individus, des sociétés et autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Il faut aussi qu'on ait le cadre pour favoriser la confiance dans la signature électronique. Oui, absolument, parce qu'effectivement, c'est arrivé, et puis on vous demande des fois de signer quelque chose comme ça, avec une signature des fois un peu bizarre sur des papiers électroniques. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement EIDAS, qui est en vigueur depuis 2016 et qui est un règlement qui vise à une signature électronique à la fois interopérable et sécurisée.
et qui vise justement au niveau européen à développer la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché. Donc on veut réduire justement tous ces traitements administratifs, ce qui est très important aujourd'hui dans ce monde où on travaille beaucoup de chez soi, on est beaucoup connecté, et donc c'est vraiment important. Alors il y a 3 niveaux de signature, rapidement, il y a un niveau simple, un niveau avancé, un niveau qualifié. Alors le niveau simple, effectivement, c'est pour des choses qui sont... il n'y a pas de réglementaire associé à cela, il n'y a pas d'enjeu financier faible, donc c'est la commande d'un bien ou la signature d'un document interne dans une entreprise. Pour la signature avancée, là, il peut y avoir certaines contraintes réglementaires ou financières, comme la signature d'un contrat de travail, où là, effectivement, il y a un cadre, ou un compromis de vente d'un bien. Et puis la fameuse signature qualifiée, c'est celle qui, effectivement, est associée à des contraintes réglementaires et enjeux financiers très élevés, comme des contrats d'assurance vie, les marchés publics ou des contrats très importants entre sociétés. Donc, mais aujourd'hui, ce niveau de qualification, en fait, de signature électronique qualifiée, il est très complexe à mettre en œuvre, en fait. Et pour être un peu direct, c'est un peu une usine à gaz, et donc, parce qu'il impose des prérequis techniques fonctionnels très nombreux. Mais en fait, c'est là où j'ai une bonne nouvelle avec l'ex-Persona. Ah, alors dites-nous-en un peu plus. L'ex-Persona, voilà, c'est une société qui a plus de 15 ans et qui a œuvré dans le domaine de la signature électronique pour innover. Et typiquement, en 2021, ils ont sorti Lex Enterprise, une plateforme de signature électronique 100% française, hosting en France, ils gèrent absolument tout en France, ils sont référencés et autres. Et donc, et qui était entièrement personnalisable, cette plateforme, à destination des PME, des ETI, des grandes entreprises, des grands comptes et administrations aussi. Donc, ils ont beaucoup de clients dans ces domaines-là. Et en 2022, ils ont été encore plus loin. Ils ont sorti Lex Community, qui est une extension de Lex Enterprise, mais dont le but, c'est la première plateforme au niveau mondial à permettre une signature électronique gratuite. Parce que bien entendu, la signature électronique, c'est payant quand c'est au niveau des entreprises. Mais là, pour les TPE, les artisans et les freelances, les particuliers, c'est possible. Et puis, en cette rentrée 2023, et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette rubrique, ils ont fait sauter le verrou de la complexité justement de cette signature électronique de niveau qualifié. Et ils ont développé et mis en place sur le marché une solution de bénéficier du plus haut niveau de sécurité juridique avec la même facilité d'usage que les signatures électroniques au niveau simple ou avancé. Et donc, c'est là où on entre dans une nouvelle dimension. Et il s'appuie en plus, aujourd'hui, c'est le premier prestataire de services en fait, de confiance français à lancer une signature électronique qualifiée à distance, accessible à tous et s'appuyant sur une authentification basée aujourd'hui sur l'identité numérique de la Poste, qui est déjà utilisée par plus de 3 millions d'utilisateurs et qui en crée gratuitement un compte. Donc avec cette innovation, vraiment, l'ex-Persona met fin au compromis entre finalement la facilité d'utilisation et la sécurité juridique, puisque encore une fois, jusqu'à maintenant, la signature qualifiée, la mise en œuvre était très complexe. Et avec l'ex-Persona et leur nouvelle solution, voilà, c'est à la fois simple et ça va jusqu'au niveau où c'est une signature manuelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment en présence d'un cadre où c'est équivalent à une signature manuelle. Merci beaucoup Hervé Lejouan, advisor. C'était Smart Tech, merci à vous de nous suivre. C'était la reprise de la saison 4. On se retrouve très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.